Maintenant, quand vous regardez la famille Tshisekedi qui défile, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne connais pas, à ma connaissance, un membre de la famille Tshisekedi qui aurait une décision en matière, en administration, comme ministre, comme agent de cadastre, qui faciliterait ce que vous appelez pillage. Donc, en conséquence, quelqu'un qui est un privé, ce n'est pas parce qu'il est le frère de Tshisekedi que vous allez lui donner l'argent pour qu'il vous accorde un avantage parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Si vous connaissez les membres de la famille Tshisekedi, dont un serait fonctionnaire dans les domaines miniers, vous me dites, c'est ce que je vous réponds. Après, je ne vous réponds pas par amour de la famille Tshisekedi ou comme pour dire qu'il est dialogue. Non, vous me demandez, je vous réponds comme expert très averti en la matière de la loi que vous me posez. Et je vous avais dit, Maître Oscar, avocat en France, je suis avocat français, Belgique, tout ça, on le fait. Je connais donc la loi par rapport à ça, je vous réponds. Et quand en matière de loi, il n'y a pas d'émotion. La crainte de certains Congolais, parce qu'il semblerait que dans la famille Tshisekedi, il y a des sujets belges. Non, là, n'est pas la question. Je vous ai S'il vous plaît, du fait qu'il y a la plainte là-bas, est-ce que si c'est présente là-bas, la justice peut les retenir pour raison d'enquête parce qu'il y a une plainte? Bon, écoutez, si la famille Tshisekedi me pose cette question et me consulte, je vais dire, prenez votre avion, partez, si on vous dérange, appelez-moi parce que ce dérangement-là va être très arbitraire et on va vous dédommager. Je vous réponds. Ouverte, il s'est adressé à Jean-Pierre Bemba, Tambou Mamba, Moussa Nyamisi, Constant Dima, les gens qui étaient avec lui dans cette rébellion, résistance. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut se permettre d'aller témoigner? Non. Est-ce qu'il est contraint, il est obligé? Non, en France, ce n'est pas comme ici chez nous au Congo, où on peut citer quelqu'un dans la phase juridictionnelle. Donc, on est devant le juge ici de témoin. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Je m'imagine que M. Lumbala, maintenant, son dossier est devant les juges, mais avant d'être devant les juges, c'est un dossier qui est passé par la phase d'instruction. Alors, la différence entre, ici, chez nous au Congo, on dit souvent instruction, confondant l'instruction et l'acteur. Non. Okay. En France, il y a ce qu'on appelle juge d'instruction. Et donc, le principe est simple. Alors, en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Ça veut dire qu'on désigne un juge qui n'est pas à confondre avec notre magistrat du parquet. C'est un juge qui va mener toute la phase d'instruction, ça veut dire des recherches, d'enquête, des éléments de culpabilité, tout ça. En matière criminelle, ce juge d'instruction est obligatoirement désigné. Donc, on pourra dire simple, en matière criminelle, l'instruction obligatoire. Et en matière délictuelle, l'instruction facultative. Et en matière contraventionnelle, l'instruction jamais. Et donc, la France prend une répartition tripartite de l'infraction, c'est que chez nous, on ne distingue pas. Chez nous, tout est infractionnel. Mais en France, une infraction est répartie en 3 qualifications. Crime, quand c'est trop grave. Meurtre. Les faits sont tellement graves, à ce moment-là, en fonction de la gravité de fait, on dit crime, comme le meurtre. Et comme crime contre l'humanité. Bon, ça c'est crime. Quand il y a crime, c'est juge d'instruction. Quand maintenant les faits sont moins graves, vol, abus de confiance, escroquerie, là c'est délit. Et quand c'est encore vraiment moins grave, on appelle ça contravention, comme ce que nous connaissons dans le rue de Kinshasa. Il y a des contraventions jour et nuit. On ne cède pas le passage à celui qui en a la priorité. On ne respecte pas le feu rouge. Il n'y a pas la courtoisie routière. Ça, c'est les contraventions qui sont à Kinshasa. Nous en appelons au ministre de l'Intérieur afin que nos relages ne puissent pas se limiter à être attroupés dans les coins des rues, mais à poursuivre les contraventions. Mais on ne met pas les gens
en prison en matière de contravention. Donc, parce que dans l'opinion, quand on dit un membre de la famille présidentielle est dans les mines, c'est déjà une infraction, on lui colle déjà une image. La question, est-ce être dans ces histoires, c'est une infraction? Mais la réponse est non. La question que vous me posez voudrait dire clairement, est-ce qu'il est permis à un membre de la famille Tshisekedi de faire le commerce? De faire le commerce. Ou d'être dans les mines. Est-ce que la mine se fait le commerce? Ouais. Est-ce qu'il est interdit? La réponse est non. C'est pas interdit. Comment interdit? Le commerce n'est interdit qu'aux fonctionnaires. Ok. Donc, puisque vous, votre frère devient président, toute la famille devient condamnée à ne pas vivre. À ne pas faire des affaires. Alors, faire des affaires, la famille Tshisekedi est libre de faire des affaires dans la limite de la loi. Dans la limite. Mais toute personne, il n'y a pas de gens qui doivent faire le commerce en dehors de la loi. Bon, maintenant, regardez un peu la mauvaise. Quand Tshisekedi n'est pas, les mines du Katanga, les commerces au Congo, n'a pas commencé avec Tshisekedi. Les jugements miniers, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Sous Kabila, il y avait les jugements miniers. Sous Mobutu, il y en avait. Bon, ok. Sous Mobutu, on ne pouvait pas en parler. Pourquoi? Parce que la circulation des matières qu'on appelle matières premières, les cuivres, les diamants et consorts, c'était des protégés. Ça signifie que c'était sous le monopole pour les minéraux, parce que quand on parle du Katanga, on parle de cuivre, de cobalt, ça c'était sous le monopole de la GKAMI. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, Au Centre, l'émission qui invite les têtes bien faites de la République pour réfléchir aux questions très questionnantes de la République. Une fois de plus, parce que vous nous avez demandé de le chercher, il est encore là. Lui s'appelle Maître Oscar Moubiaï, qui est coordonnateur de plusieurs structures. État des droits en marche, il est là, il défend les opprimés, il défend les intérêts de ceux qui n'ont pas la force, qui n'ont pas des millions. Il défend également ceux qui ont des millions, mais qui manquent peut-être, qui cherchent comment se défendre, ils sont victimes également de l'opinion. Il défend, donc il défend tout le monde. Et aussi, il est coordonnateur d'un autre mouvement défendant les Congos. J'ai reçu autant d'appels des gens qui veulent accéder à ces mouvements. Les portes sont grandement ouvertes. Il est là. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Très heureux d'être devant vous. Et pour m'acquitter de mon agréable devoir de répondre à vos téléspectateurs qui désirent voir certaines choses clarifiées. Alors, avec vous, nous allons décrypter autant de sujets. Il y a le sujet de Roger Lumbala. Les gens ont voulu à ce que Maître Oscar puisse venir répondre à ces questions purement scientifiques et qui vous concernent comme avocat au barreau de Lille, je précise. Et vous habitez aussi en France. Hein? Vous avez aussi habité en France. C'est votre deuxième pays, à moins que je me trompe. Est-ce Roger Lumbala? Il est jugeable devant la Cour française ou les tribunaux de la France ou la justice française ou la justice de la République démocratique du Congo par rapport à ces actions ou les actions commises à Kisangani avec Jean-Pierre Bemba et tant d'autres. Il y a les rapports mapping qui les citent énormément. Et Roger Lumbala en France, il est jugé. Ses avocats disent qu'il ne peut pas être jugé là-bas. On va vérifier sur les plans de droit si il a raison ou pas.
La deuxième question, les gens voulaient à ce que vous puissiez vous étendre aussi sur la plainte des ONG et des quelques Katangais qui ont pointé du doigt les membres de la famille présidentielle en disant ils sont en train de dilapider les richesses du Katanga, et ils sont en train de prendre des richesses et aussi ils sont en train de faire le blanchiment d'argent. Il y a un rapport de plus de 80 pages. La justice belge a récupéré le sujet pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Il semble que quelques comptes de la famille présidentielle est séquestré. On va en parler avec vous. Et aussi, Maître Oscar Moubiaï, il y a le cardinal Ambongo qui a parlé. Les gens ont voulu, comme vous êtes coordonnateur du mouvement Défendant les Congo, que vous puissiez donner votre point de vue par rapport à ces dires. Il y a aussi l'arrivée de l'émir du Qatar. Sur le plan économique, la RDC signe des contrats sous Tshisekedi. Est-ce que ces contrats sont-ils avantageux pour les Congolais ou pour les individus? Face à toutes ces questions, vous allez tenter d'y répondre. Mais d'entrée de jeu, Maître Oscar, est-ce que la justice internationale est plus importante que la justice locale? Non, il ne faut pas dire de cette manière-là. Il n'y a aucune justice qui soit plus importante que l'autre. En même temps, la justice est une. Ça ne s'oppose pas à la justice. Donc, la vraie question concernant M. Lumbala, c'est de savoir est-ce que un étranger qui commettrait une infraction à l'étranger, est-ce que la loi pénale française est-elle compétente? En matière pénale, c'est le principe de souveraineté. Ça signifie pour tous les pays du monde, n'est-ce pas? Ils appliquent la loi de leur pays en matière pénale. Parce qu'il dit matière pénale parle de maintien de l'ordre public. Donc, l'on considère qu'un criminel ou un délinquant, il est jugé en fonction de la loi du pays où il se trouve. Maintenant, s'il commet l'infraction en dehors du pays où il se trouve, par principe, le pays étranger à cette infraction-là, par principe, est incompétent, par principe. Mais vous savez que le droit ne loge que dans les détails et non pas dans des principes généraux. Donc pour le jeune étudiant qui commencent leur cours de droit ou pour ceux-là qui sont juristes, parfois qui passent par chez vous avec des considérations totalement erronées du droit, comme j'ai vu ceux qui venaient de nouvellement défendre leur travail de fin d'études et s'attaquer à une question de l'article 70 de notre Constitution pour considérer la possibilité possible de voir M. Kabila revenir au pouvoir tout en considérant que le principe des doubles mandats, ça n'empêche pas le retour de M. Kabila au pouvoir. J'ai suivi Pius Romain en parler dans un autre plateau. Je ne sais pas, sur les plans de droit, il n'a pas raison? Non, non, on l'encourage. Malheureusement, c'est ça la conséquence. Quand on prend à étudier le droit, alors que bon, les nerfs sont déjà fatigués, parce que vous savez, il y a les cursus normaux d'études et le droit s'étudie à un certain âge. S'il faut aller étudier à l'âge de monsieur que vous me citez, c'est peut-être un rattrapage. Malheureusement, quand on a sauté c'est un journaliste important, un homme intellectuel, un homme intelligent de mon pays, M. Pius Romain, qui continue à étudier, à moins que je me trompe. Il aurait mieux fait. À moins que je me trompe, les études, on peut même continuer à apprendre en étant âgé. Donc, non, moi je ne refuse pas cela. Donc, mais je dis tout simplement que chaque chose a son temps. Maintenant, si on veut se rattraper, on doit déployer beaucoup plus d'efforts que quand on aurait pu le faire quand on était à l'âge de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit.
Parce que vous l'avez cité, il n'est pas ici. J'aimerais bien demander votre permission, si vous voulez, que je l'appelle à un débat contradictoire sur ce qu'il a dit par rapport à l'article 70 de la Constitution que vous estimez qu'il avait mal compris. Vous savez que je suis très ouvert au débat et que j'ai déjà débattu avec monsieur les journalistes et juristes en devenir. Non, par rapport à la nouvelle matière que vous doutez, lui, il a réfléchi, pas de l'article 70, que Joseph Kabila peut revenir. Vous dites non, donc vous acceptez, vous prenez la main. Non, moi je n'ai pas de problème. J'ai toujours débattu avec quiconque. Monsieur Pius-Romain, le défi est lancé. Mais je ne veux pas quand même venir débattre avec un étudiant dans les domaines des droits. La science n'a pas d'âge, il a fait ses recherches. Donc, il peut écoutez, également... je ne veux pas ouvrir le débat sur ça. J'étais en train de démontrer que, pour fermer cette parenthèse très rapidement, ok, vous acceptez les débats? Moi, je n'ai pas de problème en débat. Okay. Mais je ne veux pas que le débat soit un débat de bas étage. S'il y a un débat, il doit être scientifique. Okay, et vous savez qu'en science, j'ai toujours admis de débattre avec quiconque parce qu'on apprend toujours. Il se peut peut-être qu'il y ait des choses à nous apprendre, mais quand il va venir nous dire, ou quand il va aller faire des études, en raisonnant, en rêvant, son idole, M. Kabila, aujourd'hui condamné définitivement, donc aujourd'hui rebelle, à ce moment-là, il raisonne dans les limites d'un individu. Pour vous, Joseph Kabila ne peut pas revenir selon l'article 70 de la Constitution. Ceux qui pensent que Joseph Kabila peut revenir, peut repostuler, sont en train de se tromper à la lumière de la science et de la Constitution et de la loi. Il se trompe largement. Merci. Et à cela, j'ajoute, le professeur Mbata a déjà dit qu'à moins qu'il meure et qu'il ressuscite. Moi, je dis non. Même s'il mourrait et ressuscitait, il ne pourra plus jamais revenir. Il y a des professeurs, il y a des professeurs que les autres estiment qu'ils sont devenus périmés. Ils sont vaccinés par l'amour du pouvoir et de l'argent. Ils ont oublié la science. Hein. Donc, je considère que l'étudiant que vous me démontrez, et pour citer son nom, l'étudiant Pius Romain, parce qu'il est encore étudiant en droit. En conséquence, il ne peut pas encore se faire une opinion parce qu'on doit continuer à apprendre. Et le travail dont il parle, ça ne lui donne pas la licence. La licence, c'est l'autorisation. Un chercheur n'a pas le droit de s'opposer au prof, au professeur, parce qu'il a fait ses recherches, il a découvert des choses. Le monsieur ici est étudiant en droit. Et quand on est étudiant en droit et qu'on fait un travail de fin de cycle de ce qui est devenu ici aujourd'hui licence, ça veut dire ce que nous on appelait graduat. Ça veut dire qu'il lui reste encore au moins minimum 2 ans d'études. Alors maintenant, comme on dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On peut lui accorder le courage en matière scientifique pour oser. Mais le courage qu'il a, ce n'est plus un courage, c'est la témérité. Il est dans la témérité. Donc à ce moment-là, ça devient un monsieur qu'il faut beaucoup plus voir si tous les nerfs sont encore en place. Non, non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas de dire ça. On passe à autre chose. Nous attendons l'émission. Permettez. Sinon, je veux retirer. Parce que quand on prend la témérité, n'est-ce pas, et qu'on affirme des choses gravissimes, en ce moment-là, on peut se demander si on n'est pas dérangé. Ce n'est pas une injure. Donc, ce monsieur vous dit un principe simple en droit. Il dit la loi spéciale chasse la loi générale. Dans ce que j'ai pu comprendre dans son propos. Et ici, la loi spéciale, c'est la loi électorale qui ne définit, qui ne limite pas le mandat. Et la loi, pour lui, générale, c'est la Constitution qui limite le mandat. Et comme la loi électorale, qui est spéciale, ne limite pas le mandat, en ce moment-là, cette loi viendrait déroger à la Constitution. C'est ça que j'appelle folie. Parce que le principe est que si la loi spéciale peut chasser la loi générale, mais la loi spéciale ne peut pas chasser une loi qui lui est supérieure. La Constitution étant supérieure à la loi électorale, une loi électorale ne peut pas déroger à la Constitution.
Voilà, je ferme cette parenthèse rapide. Merci. Alors, Roger Lumbala est justiciable en France. Il n'y a pas de problème pour ceux qui pensent qu'il doit revenir ici pour être jugé. Non, écoutez, encore une fois, moi je n'ai pas accès au dossier de Lumbala. Et Lumbala, il se trouve être jugé en France et qu'il se retrouve que, bon, écoutez, vous avez bien indiqué, bon, comme pour être avocat français, donc la loi française dit ceci. Si le principe, comme je vous ai dit, c'est ce qui m'avait conduit de dire qu'il ne faut pas dire seulement les principes, parce qu'en droit, chaque principe subit une exception. Et donc, il faut voir les exceptions qu'aller dans les principes. Donc, quand on est étranger, il est étranger, donc congolais, il commet une infraction à l'étranger, donc au Congo. En principe, la loi française n'est pas compétente. Mais toutefois, il y a des exceptions qui sont liées à la nature de l'infraction. Et c'est le principe applicable, c'est le principe d'universalité. Ça voudrait dire, même si l'infraction est commise à l'étranger, même si l'individu est étranger, la loi française peut se reconnaître la compétence en vertu du principe d'universalité en tenant compte de nature des faits commis en l'espèce, les crimes contre l'humanité. Et s'il y a crime contre l'humanité, en ce moment-là, la loi française est compétente eu égard aux crimes commis. Et la loi française reprend la compétence en vertu du principe d'universalité. Voilà ce que je peux vous répondre. Alors, ouais, j'allais vous voir venir. Vous risquez de me dire maintenant, ok, en Belgique, allez-y. Non, je veux ouvrir cette question, mais j'aimerais quand même vider ces arriérés, et parce que sur la toile, les gens sont en train d'analyser de plusieurs manières. Il semble qu'il y ait une lettre qui circule, une lettre ouverte, et c'est adressé à Jean-Pierre Bemba, Tambwe Mwamba, Moussa Nyamwisi, Constant Ndima, les gens qui étaient avec lui dans cette rébellion, résistance. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut se permettre d'aller témoigner? Non. Est-ce qu'il est contraint, il est obligé? Non, en France, ce n'est pas comme ici chez nous au Congo, où on peut citer quelqu'un dans la phase juridictionnelle. Donc, on est devant le juge, on cite les témoins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je m'imagine que M. Lumbala, maintenant, son dossier est devant les juges, mais avant d'être devant les juges, c'est un dossier qui est passé par la phase d'instruction. Alors, la différence entre, bon, ici, chez nous au Congo, on dit souvent instruction, confondant l'instruction et l'enquête. Non. Okay. En France, il y a ce qu'on appelle juge d'instruction. Et donc, le principe est simple. Alors, en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Ça veut dire qu'on désigne un juge qui n'est pas à confondre avec notre magistrat du parquet. C'est un juge qui va mener toute la phase d'instruction, ça veut dire des recherches, d'enquête, des éléments de culpabilité, tout ça. En matière criminelle, ce juge d'instruction est obligatoirement désigné. Donc, on pourra dire simple, en matière criminelle, l'instruction obligatoire. Et en matière délictuelle, l'instruction facultative. Et en matière contraventionnelle, l'instruction jamais. Et donc, la France prend une répartition tripartite de l'infraction. C'est que chez nous, on ne distingue pas. Chez nous, tout est infractionnel. Mais en France, une infraction est répartie en 3 qualifications. Crime, quand c'est trop grave. Meurtre. Les faits sont tellement graves, à ce moment-là, en fonction de la gravité de fait, on dit crime, comme le meurtre, et comme crime contre l'humanité. Bon, ça c'est crime. Quand il y a crime, c'est juge d'instruction. Quand maintenant les faits sont moins graves, vol, abus de confiance, escroquerie, là c'est délit. Et quand c'est encore vraiment moins grave, on appelle ça contravention, comme ce que nous connaissons dans les rues de Kinshasa. Il y a des contraventions jour et nuit,
on ne cède pas le passage à celui qui en a la priorité, on ne respecte pas le feu rouge, il n'y a pas la courtoisie routière. Ça, c'est les contraventions sont à Kinshasa. Nous en appelons au ministre de l'Intérieur afin que nos roulages ne puissent pas se limiter à être attroupés dans les coins des rues, mais à poursuivre les contraventions. Mais on ne met pas les gens en prison en matière de contravention. Donc, si vous avez compris ça, à partir du moment qu'il y avait instruction, Roger Lombal avait tout le temps de citer les témoins. OK? Et lui, comme poursuivi, donc prévenu, on appelle comme ça, il pouvait citer les témoins qu'il estime nécessaires à sa décharge, qui viennent les décharger pour dire nous ne l'avons pas vu commettre ça. À partir de là, le juge allait apprécier si les témoignages peuvent être admis à décharge du monsieur, ou alors si les témoins peuvent être entendus comme témoins assistés, comme à titre de renseignement. Mais ne l'ayant pas fait et qu'on a fini l'instruction et qu'il est envoyé devant le juge, ce n'est plus possible. Okay. Parce que quand le juge d'instruction finit l'enquête, il rend une ordonnance de clôture de l'instruction qui purge tous les actes de procédure d'enquête et c'est terminé. Donc je crois que M. Lombala peut-être n'a pas eu à penser à trouver d'avocat et s'il en a trouvé, il devait saisir le juge d'instruction pour faire ce qu'on appelle demande d'acte. Mais au stade, devant le juge, ce n'est pas possible. Et j'ai bien précisé, parce que c'est très important que je précise cela, chez nous, quand on parle d'instruction, chez nous, il n'y a pas le juge d'instruction. Il y a seulement le magistrat du parquet. Et quand on parle d'instruction, on parle seulement de l'enquête qui est menée entre les mains du magistrat du parquet. Alors qu'en France, il y a aussi un magistrat du parquet. Mais il y a aussi le juge qui fait le même travail, mais à la différence que le parquet n'instruit pas quand il s'agit d'un crime. Donc quand vous avez un cas de meurtre, donc d'homicide, comme on le dit ici, ça s'appelle crime, et ce dossier-là ne peut pas être examiné par un magistrat du parquet, mais en France, il ira entre les mains des juges d'instruction. Mais chez nous, c'est toujours le parquet. Voilà. Ça, c'est un peu peut-être technique et complexe, mais chez nous, nous n'avons pas un juge d'instruction. Il ne faut pas confondre l'expression instruction, qui est l'enquête, avec le fonctionnaire chargé à cette enquête. Chez nous, celui qui est chargé de cette enquête, on l'appelle magistrat, et on dit qu'il mène l'instruction. Mais en France, quand on vous parle d'instruction, c'est mené par un fonctionnaire magistrat, mais qui est juge. Merci. Voilà. Merci, Maître Oskai, pour vos éclaircissements par rapport à cette question. Mais comme on n'avait pas fini, sur la plainte de la famille Tshisekedi, les gens m'ont dit qu'on était allé un peu trop vite, parce que les gens continuent encore à se poser des questions très questionnantes. J'aimerais savoir, du fait que la justice belge s'est saisie de ces dossiers, est-ce les enfants du chef de l'État ou le membre de la famille présidentielle courent-ils un danger? Non, à mon avis... S'ils se présentent là-bas, on peut les confisquer les passeports, ils ne peuvent pas voyager. Non. Si les faits sont retenus de la manière que c'est fait présenter, détournement, blanchiment d'argent, c'est quand même grave, hein? C'est ce qui est dit dans les deux. Bon, écoutez, je viens de vous parler de la loi française, qui n'est pas différente de la loi belge, et que l'avantage que je peux avoir, c'est qu'en France, il y a tous ces pays-là ont pu être dans une communauté qu'on a appelée les pays de l'Union européenne, n'est-ce pas, et qui ont essayé d'harmoniser leur législation en matière de coopération, en matière de justice. Alors, donc, à partir de là, moi, en tant qu'avocat français, facilement, je peux aller en Belgique, je peux aller dans tout le reste du pays.
sauf ici au Congo, où on trouve que malheureusement, un avocat qui est ici à côté au Bas-Congo, quand il vient à Kinshasa, il semble qu'il faut qu'il ait l'autorisation. Ça, c'est notre débat, mais je trouve ça un peu curieux de ne pas faciliter aux avocats la libre circulation. J'ai vu le bâtonnier qui est par ailleurs un ami, le nouvellement élu bâtonnier André Kibambé, qui est passé dans son discours là-dessus au niveau de la rentrée judiciaire, où il y a cette restriction des libertés et des mouvements des avocats. Je trouve ça dommage, mais bon, chaque pays avec son organisation. Bon, en ce qui concerne la question que vous me posez, de la même manière que je vous ai parlé de la France, c'est de la même manière que je parle de la Belgique. Donc, la Belgique applique le principe d'universalité. Je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Belgique ou la loi belge peut être compétente, n'est-ce pas, pour les infractions, dans les cas sous examen, qui seraient commises à l'étranger. Donc, on parle de richesse du Katanga, globalement. Katanga, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Bon, après, on va vous dire que, à supposer que la famille Tshisekedi n'ait pas été belge ou résident en Belgique. Bon, ici, on va vous dire qu'il y a un lien de rattachement avec la loi de 2003. Ça veut dire qu'on peut dire que la Belgique devient compétente, bien que les infractions soient commises à l'étranger, donc en l'espèce au Congo, et étant donné que le membre de la famille vive en Belgique, et donc la Belgique peut s'accorder la compétence. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais là où on n'arrive pas à lire la loi, moi, je ne suis pas avocat de la famille Tshisekedi. Je n'ai pas été consulté pour ça. Vous me demandez comme expert et je vous donne la lumière parce que ce sont des questions que vous appelez questions questionnantes. Alors, ici, la question est de quoi la famille Tshisekedi serait poursuivie. Vous avez vu le monsieur belge, pas l'avocat de la famille, qui a dit qu'on verra. Mais vous avez vu le monsieur belge qui accompagne le monsieur Kasselusi, le monsieur là qui défile, qui soutient le monsieur retraité de la GECAMIN, monsieur Mouteba, comme ça, celui-là le monsieur, qui à mon avis est nécessairement instrumentalisé pour des raisons de l'ordre politique afin de salir la famille Tshisekedi. Donc, je vais vous le démontrer très rapidement. À la différence de Roger Lumbala, vous avez compris que la France est compétente tenant compte de la gravité des faits, en l'espèce crime contre l'humanité. Mais chez les Tshisekedi, on dit quoi? Il s'agit de la corruption. Or, la corruption n'est pas un crime, c'est un délit. Donc, la Belgique ne peut pas être compétente. Très bien. Même si la famille Tshisekedi, les gens, parce que je ne connais pas qui est poursuivi, même s'il pouvait avoir la nationalité belge, même s'il réside en Belgique, la Belgique ne sera pas compétente compte tenu de l'infraction qui ne constitue pas ce que l'on appelle crime contre l'humanité. Quand on parle de blanchiment d'argent, c'est aussi un délit? Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Bon, parlons, ça c'est la corruption. Ça, c'est par rapport au principe de compétence sur le principe d'universalité. Je vous ai dit que la loi de 2003 tempère les principes et définit les infractions pour lesquelles la Belgique peut être compétente. Il n'y a pas que la corruption. J'ai ajouté, il y a aussi... Non, déjà le principe est que pour que la Belgique se déclare compétente pour les faits commis à l'étranger, en l'espèce au Congo, dont serait, selon ce qu'on raconte, coupable ou poursuivable la famille Tshisekedi, ces infractions sont commises à l'étranger, donc en dehors de la Belgique. Donc, ça serait commis au Congo et à Lubumbashi, selon les plaignants, tels que je l'ai suivi. Or, la Belgique ne peut pas être compétente étant donné que ces faits-là ne constituent pas ce qu'on appelle crime contre l'humanité. C'est la loi de 2003 qui tempère les principes d'universalité. S'il y a des gens qui veulent spéculer, qui veulent raconter autre chose, parce que ça profite aux opposants ou à l'ennemi du Congo qui s'en félicite,
vous pouvez les inviter, nous pouvons débattre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle crime économique. Non, ça c'est ce qu'on appelle crime économique. Ça c'est un vocable journalistique. Ça n'existe pas dans... Non, dans votre jargon judiciaire. Oui, dans la loi pénale belge, tu ne vas pas dire que la Belgique est compétente de ce qu'on a... Non, ne confondez pas parce qu'on dit crime, même économiquement, ça devient crime. Ce qu'on appelle crime économique, c'est quoi? C'est des infractions économiques, n'est-ce pas? Les délits d'initiés, les abus de biens sociaux, les détournements, ainsi de suite. Ça sont des infractions contre crime, contre l'économie. Mais quel type d'économie? Économie belge ou économie française? Donc, nous ne sommes pas en matière pénale. En droit belge, il n'y a pas ça. Oubliez ça. Maintenant, s'il y en a, c'est pour la compétence, pour le fait que sont les crimes économiques commis sur le territoire belge, pas commis à l'étranger. Bon, très bien. Maintenant, vous dites, moi j'ai suivi le monsieur dire corruption. Je vous ai déjà démontré que la corruption, on punit en matière de corruption, on punit les corrompus et les corrupteurs qui constituent comme cousus dans un même sac, dirait le doyen Carbonnier. Il dit l'auteur et les complices sont comme cousus dans un même sac. Autrement dit, s'il vous plaît, autrement dit, si vous dites, c'est comme l'adultère, on ne peut pas faire l'adultère tout seul. L'adultère est encore punissable en matière pénale congolaise. Mais ailleurs, il n'y a plus l'adultère. Bon, ok. La loi congolaise punit encore l'adultère. Tu ne peux pas faire l'adultère seul. Ça signifie qu'il y a l'amante, toi en tant qu'amant. Donc, on punit et l'amant et l'amante. C'est pareil qu'en matière de corruption, on punit et les corrupteurs et les corrompus. Bon, maintenant, dans le cas de ceux qui vous parlent, la famille Tshisekedi serait corrupteur ou corrompu? Dans le cas des corrupteurs, ça voudrait dire que la famille Tshisekedi aurait corrompu. Qui? On ne nous dit pas. Et question, est-ce qu'on peut concevoir la famille Tshisekedi pour obtenir un avantage quelconque au Congo, doit aller corrompre qui? On ne voit pas la possibilité de cela. Donc on écarte que la famille Tshisekedi ait été corrupteur. Maintenant, est-ce que la famille Tshisekedi est-elle corrompue? Je ne connais pas un membre de la famille Tshisekedi qui donne quelconque avantage dans l'administration. Et pourquoi on irait les corrompre pour obtenir quoi? C'est ce que vous dites, mais leur plainte est documentée. Il y a plus de 80 pages. Peut-être ils ont mis les éléments là-bas plus convaincants. Ces pages-là, ça peut être des tonnes et des tonnes, mais qui vont se réduire en cendres. Dans la mesure où, moi, vous m'interrogez comme expert, je vous réponds. Les pages, il ne suffit pas le volume des pages, ça peut être des tonnes. Mais ça doit se ramener à quoi? À démontrer que un des membres de la famille Tshisekedi aurait été corrompu. Maintenant, quand vous regardez la famille Tshisekedi qui défile, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne connais pas, à ma connaissance, un membre de la famille Tshisekedi qui aurait une décision en matière, en administration, comme ministre, comme agent de cadastre, qui faciliterait ce que vous appelez pillage. Donc, en conséquence, quelqu'un qui est un privé, ce n'est pas parce qu'il est le frère de Tshisekedi que vous allez lui donner l'argent pour qu'il vous accorde un avantage parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Si vous connaissez les membres de la famille Tshisekedi, dont un serait fonctionnaire dans les domaines miniers, vous me dites, c'est ce que je vous réponds. Après, je ne vous réponds pas par amour de la famille Tshisekedi ou comme pour dire qu'il est dialogue. Non, vous me demandez, je vous réponds comme expert très averti en la matière de la loi que vous me posez. Et je vous avais dit, Maître Oscar, avocat en France, je suis avocat français, Belgique, tout ça, on le fait. Je connais donc la loi par rapport à ça, je vous réponds. Et quand en matière de loi, il n'y a pas d'émotion. Alors, la crainte de certains Congolais, parce qu'il semblerait que dans la famille Tshisekedi, il y a des sujets belges. Non, là n'est pas la question. Je vous ai déjà dit. S'il vous plaît, du fait qu'il y a la plainte là-bas, est-ce que si c'est présent là-bas, la justice peut les retenir pour raison d'enquête parce qu'il y a une plainte? Bon, écoutez, si la famille Tshisekedi me pose cette question et me consulte, je vais dire, prenez votre avion, partez, si on vous dérange, appelez-moi parce que
ce dérangement-là va être très arbitraire et on va vous dédommager. Je vous réponds. Écoutez, vous parlez de la Belgique. C'est un pays de droit, cher ami. Ok. On ne peut pas réduire la liberté ou bien on ne peut pas agir dans l'arbitraire en Belgique. C'est un cas rarissime. Quand vous dites qu'on a bloqué les comptes de quelqu'un, ça veut dire que c'est une mesure d'enquête judiciaire. OK? Mais pour qu'on arrive à bloquer votre compte, ou pour qu'on puisse agir, il faut que vous ayez un statut pénal. Le statut pénal, ça voudrait dire que quand on réduit votre mouvement, on dit qu'on vous a mis sous contrôle judiciaire, comme Sarkozy. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas faire ça. Mais la famille Tshisekedi, tout membre de la famille Tshisekedi est libre d'entrer, de ressortir en Belgique. En tout cas, je ne vois pas un magistrat belge qui va dire que vous avez été corrompu. Non, ce n'est pas possible la corruption. Il y a ce qu'on appelle l'infraction impossible. Ça voudrait dire que... L'infraction impossible. Impossible. Je vous donne l'exemple d'infraction impossible. Vous voulez tenter l'avortement sur une femme qui n'est pas enceinte. C'est une infraction impossible. Voilà. Vous mettez la main dans la poche des Delphins pour lui voler l'argent, mais la poche était vide. L'infraction est impossible. Ça veut dire que la poche là était vide, il n'y a rien. On va vous primer. Mais l'exemple type, pour ne pas s'écarter, c'est le fait de dire vous tentez l'avortement sur une femme qui n'est pas enceinte. En l'espèce, je vous ai posé la question, vous êtes journaliste d'investigation, non? Bon, très bien. Est-ce que vous connaissez parmi tous les membres de la famille Tshisekedi, en dehors des membres biologiques, mais prenons même cousin, cousine, vous connaissez quelqu'un qu'on doit aller corrompre pour vous donner un avantage au Katanga? La réponse est non. Maintenant, pour s'en convaincre, maintenant moi je lance les défis. Hein? Ah, c'est M. Moutebala, les Moulouba que vous avez vus, de l'ONG. Si vous dites que la famille Tshisekedi est corrompue, c'est qu'il y a un corrupteur qui a corrompu. C'est qui ce corrupteur? Il commence par nous mettre la main sur les corrupteurs au lieu de parler de corrompus. Bon, alors vous comprenez que la corruption, on a exclu. Ça, c'est la qualification que moi j'ai suivie avec vous ici. Selon ceux qui circulent, ils ont des sociétés, ils ont des carrés miniers avec des prêtres, non. Ils ont mis au devant de la scène d'autres personnes, mais c'est eux qui sont derrière. Et est-ce que la justice ne peut pas enquêter pour remonter jusqu'au propriétaire qui s'est voilé, bon, écoutez, qui n'est pas visible? Les gens qui vous racontent ces choses-là, moi je pratique les Katanga midi, matin, soir. Pour être beaucoup plus clair. Première chose, si la famille Tshisekedi, un de ses membres a une carrière minière, d'accord? Cela est une infraction? C'est la meilleure question. Il semble que les gens de la famille présidentielle, selon l'opinion, selon les opposants, ils ne peuvent pas être dans ces histoires. Est-ce que c'est un péché? Non, vous avez d'amalgame ici. Non, non, je pose des questions que vous puissiez répondre. Mais je vous réponds. Parce que dans l'opinion, quand on dit un membre de la famille présidentielle est dans les mines, c'est déjà une infraction, on lui colle déjà une image. La question, est-ce être dans ces histoires, c'est une infraction? Mais la réponse est non. La question que vous me posez voudrait dire clairement, est-ce qu'il est permis à un membre de la famille Tshisekedi de faire le commerce? De faire le commerce. Ou d'être dans les mines? Être dans les mines, c'est faire le commerce. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est interdit? La réponse est non. C'est pas interdit. Comment interdit? Le commerce n'est interdit qu'aux fonctionnaires. Ah, ok. Donc, puisque vous, votre frère devient président, toute la famille devient condamnée à ne pas vivre. À ne pas faire des affaires. Alors, faire des affaires, la famille Tshisekedi est libre de faire des affaires dans la limite de la loi. Dans la limite de la loi. Mais toute personne, il n'y a pas de gens qui doivent faire le commerce en dehors de la loi. Bon, maintenant, regardez un peu la mauvaise foi. Quand Tshisekedi n'est pas, les mines du Katanga, les commerces au Congo, n'a pas commencé avec Tshisekedi. Les jugements miniers, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Sous Kabila, il y avait les jugements miniers. Sous Mobutu, il y en avait.
Bon, ok. Sous Mobutu, on ne pouvait pas en parler. Pourquoi? Parce que la circulation des matières qu'on appelle matières premières, les cuivres, les diamants et consorts, c'était des protégés. Ça signifie que c'était sous le monopole pour les minéraux, parce que quand on parle du Katanga, on parle de cuivre, de cobalt, ça c'était sous le monopole de la GECAMIN. Et qui libéralise, ça voudrait dire qui permet que les citoyens deviennent propriétaires de ce que vous appelez carré minier. Ce n'est pas Tshisekedi. Ça a été libéralisé sous Kabila. La GECAMIN n'a plus le monopole. Tout individu peut maintenant faire le commerce des minéraux. C'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Terminons d'abord la question. Et quand je dis tout individu, les minéraux ne se font pas par les individus. Okay. Quand on vous dit, on a pillé la richesse du Katanga, la richesse du Katanga, ça n'existe pas. Alors ça, c'est qu'on est en train d'intoxiquer l'opinion. La richesse, d'abord, c'est la richesse nationale. Et la richesse nationale, pour les cuivres du Katanga, c'est géré dans les parts de l'État, c'est géré par la GECAMIN. C'est la GECAMIN qui représente l'État congolais pour la gestion de ces richesses. Et pour maintenant faire les commerces des minéraux et consorts, vous devez créer une entreprise. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Et si vous ne pouvez pas créer d'entreprise, là, c'est une innovation dont il fallait parler à l'avantage de Tshisekedi. Ça veut dire que quand vous êtes au Katanga, vous avez les cuivres derrière la maison. Et les gens qui ont les pauvres citoyens congolais, je pèse bien les mots parce que vous n'avez jamais peut-être été au village. Vous allez trouver des maisonnettes et les gens croupissent dans la misère. Alors qu'ils ont les diamants derrière leur maison. Plutôt les cuivres. Comme ils n'ont pas la possibilité de prendre les engins que vous voyez, les véhicules, avec M. Tshisekedi, il leur a permis de s'organiser dans ce qu'on appelle coopérative. Ça veut dire 20 paysans katangais, au lieu de mourir de faim, et dire qu'on peut les arrêter quand ils sont en train de prendre les cuivres qu'il y a derrière leur maison. M. Tshisekedi a permis et a facilité cela par la législation en disant que regroupez-vous et vous pouvez faire des brouettes, des cuivres pour aller vendre. C'est ce qu'on appelle des coopératives et cela c'est géré c'est géré par ce qu'on appelle Saïmapé, géré par M. Kapongo. Le directeur Jean-Paul Kapongo. Un bon manager. Que vous aimez bien parce que vous parlez. Parce qu'il travaille, il est dans la vision du chef d'État. Bon, très bien. Vous avez compris que quand on vous parle de cuivre et de cobalt, ce n'est pas des sables qu'on va aller comme ça mettre dans les camions. Même les sables ici à Kinshasa, pour aller prendre ça, vous allez trouver celui qui est propriétaire. Donc les propriétaires ici, il n'y a pas un espace où on peut prendre les cuivres sans qu'on en ait un propriétaire qui est soit une société, soit la GECAMIN. Alors maintenant, quand on vous dit on a pillé la richesse des Katanga, on a pillé où? Vous comprenez que ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est la réponse que je pouvais vous apporter. Et puis à côté de cela, quand on vous dit que le monsieur est retraité de la GECAMIN, mais un retraité de la GECAMIN qui n'a pas été payé. En Belgique, il y a des gens qui ne sont pas payés, qui font aussi la grève. Vous avez vu les gilets jaunes en France. Bon alors, il y a aussi des gens non payés. Non? Et en France, vous avez les tribunaux, les juges du travail qu'on appelle les prud'hommes. Ça veut dire qu'il y a les conflits avec l'employeur. Est-ce que quand quelqu'un a un conflit avec l'employeur en France, il vient faire l'ONG au Congo? Donc ça c'est un monsieur qui est instrumentalisé de par ses origines kassayennes et aussi et surtout à des fins politiques parce qu'il est simplement Moulouba, et il s'appelle Mouteba, et puis on va dire, regardez même ses frères. Parce que quand quelqu'un a un problème avec Jean-Pierre Mouteba. Voilà. Quand quelqu'un a un problème avec la GECAMIN, vient poser le problème ici
il y a des juges pour qu'on lui paye. Alors, Maître Oscar, parce que vous êtes coordonnateur d'une structure défendant le Congo, et un mouvement défendant le Congo et État des droits en marche, mais la fois passée, les gens m'ont dit, mais apparemment, ils ont l'impression que vous défendez que ceux qui ont des millions, parce qu'il y a aussi les opprimés qui sont victimes de l'injustice en République démocratique du Congo. Ils ont des dossiers, vous-même, une société que vous défendez, et a de pépins, a des soucis. Et la fois passée, vous nous avez dit ici que vous avez parlé avec M. Kabi. Mais où en êtes-vous jusqu'aujourd'hui par rapport à ces dossiers? Bon, écoutez, là, vous commencez à me demander d'entrer dans les secrets professionnels. Non, non, pas dans les secrets professionnels, mais les gens veulent venir vers vous, mais ils voient que vous-même, vous êtes dans des pépins. Et vous êtes dans un régime de tyrans, ces régimes ne laissent pas la chance aux autres. Bon, alors, je vais vous donner un petit exemple qui va vous étonner. OK. Tout le monde peut avoir des problèmes. Nul n'est à l'abri de problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre des hommes où il y a les conflits. Mais dans un État, ces conflits sont résolus par les cours et tribunaux. Si le président avait dit que notre justice était malade, avec raison, aujourd'hui notre justice est en train de se relever. Ouais, ouais. Et ici, avec les services auxquels je recommande les citoyens congolais, c'est l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Si le juge a rendu un jugement qu'on appelle unique, comme le président de la République aime le dire, si toi, l'orphelin, tu dors dehors, alors que celui à qui la parcelle n'appartient pas dort dans la maison, en ce moment-là, c'est injuste. Si vous en avez les papiers, ça veut dire les documents, en l'espèce pour des parcelles, c'est les certificats d'enregistrement courés chez l'inspecteur général des services judiciaires. Ça existe, ou venez dans notre ONG, nous allons accompagner. Nous avons beaucoup de cas de gens que nous avons réhabilités et qui ont récupéré leur maison. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la maison? Quand vous me dites, vous, Maître Oscar, c'est parce que nous ne voulons peut-être pas parler. Quand je vous dis personne n'est à l'abri, pas plus tard que hier, mes clients qui sont proches de la famille Tshisekedi ont vu, en l'espèce, le directeur du cabinet du chef de l'État qui a envoyé des militaires pour aller déloger la famille. Pourtant, c'est la famille Tshisekedi. Vous comprenez? Mais parce que cette famille ne parle pas, ils sont humbles, ils sont éduqués, ne font pas le bruit. Parfois, on les agresse, ils se taisent. Je crois que vous avez vu les images de votre collègue Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, est-ce que je peux avoir le tweet de Madame Bibi Kapinga? Aujourd'hui, on la considère comme journaliste, c'est proche du M23, je ne sais pas trop. Pour qu'on ne me dise pas que j'ai beau en touche, je vais commenter ça. Avant que je n'en arrive là, vous m'avez demandé où j'en suis. Où j'en suis aujourd'hui, la justice a réhabilité la société à laquelle vous faites allusion. OK. Donc, nous saluons M. Vonde qui a instruit le parquet de Lualaba, M. le procureur général Kene qui semblait ne pas suivre ce que la loi dit et qui semblait illustrer certains manquements que l'on qualifie ou qui font dire aux gens que notre justice est malade. Son chef supérieur, qui est M. Firmin Vonde, un homme très expérimenté, a instruit de qui est en train de sauver la justice. Prendre une décision dans cela. Tirant conséquence de cette décision, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, M. Essabé, l'avocat général, a réhabilité la société que je défendais et aujourd'hui, cette société a été installée par le chef de justice. Mais comme il y avait certains éléments en uniforme, je vous avais dit que nous avons saisi leur chef, en l'espèce, général Kabi. OK. Et nous avions, comme il voulait un peu alléguer certains aspects sécuritaires,
nous avons saisi également le conseiller spécial du chef de l'État, M. Eberande. Donc, le dernier que je cite, le conseiller spécial du chef de l'État, vous savez que c'était un avocat brillant. Et vous savez que c'est un homme donc, de la loi et docteur en droit. Vous ne pouvez pas vous douter que quand il examinera la question dont il est saisi, il donnera raison à celui qui en a. Et donc présentement, le droit est de votre côté. Vous avez des décisions de la justice pour que vos clients puissent récupérer leur... C'est ce que je vous ai dit et vos enquêtes que vous menez là-dessus, parce que quand on touche tout ce cas, vous allez regarder, mais les gens là qui vous ont dit ça, vous diront et ils vous montreront que la justice a bel et bien donné des décisions à travers les autorités que je cite, et vous remarquerez que très bel et bien, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, qui est un juriste très chevronné, s'occupe du cas. Ça n'est approprié en compétence pour orienter et indiquer au général Kabi ce qu'il faut faire. Donc maintenant, moi je ne sais pas vous dire plus. Quand vous me consultez, il faut me poser des questions sur des questions où je ne suis pas directement impliqué. Mais dans des questions où je suis impliqué, je suis lié à ce que l'on appelle secret professionnel. Alors, et donc j'ai pris ce cas-là parce que vous voulez seulement montrer que la famille est agressée. J'ai pris le cas de votre collègue Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, je ne peux pas avoir le tweet. Elle a écrit un peu des choses, Madame Bibi Kapinga. Je ne sais pas, je l'appréciais beaucoup quand elle était ici. Vous voyez cette photo Je peux dire, à l'heure actuelle, les JR sont placés de manière illégale sur les terrains. Ils viennent d'interdire aux propriétaires l'accès et volent les marchandises des clients. Sans aucune résolution judiciaire, ils affirment que Fachi et sa mère, Marthe Kassalou, ont donné l'ordre. Ça, c'est le tweet de Madame Bibi Kapinga. Mais ce qui est curieux, c'est que votre photo est là et je vois la dame de la famille présidentielle et le chef de l'État et sa maman. Comment votre photo s'est retrouvée là-bas? Comment? Bon, vous voyez la photo là. C'est une photo qui date d'il y a plus d'1 an. Ok. J'avais fait une conférence de presse quand il y avait eu de propos diffamatoires de la nature que vous venez d'évoquer à travers la dame Bibi Kapinga. Concernant Bibi Kapinga, la bonne réponse que j'aurais pu vous donner, c'était dire que c'est la sagesse. Okay. À un fou ou à une folle, on répond par le silence. Donc je n'entends pas répondre à Bibi Kapinga. Mais le fond de ce qu'il a écrit... Non, le fond, je vais vous dire. Et donc, maintenant... S'il a besoin du pain, parce qu'il doit dire que tout ce qui touche à Tshisekedi, c'est ça son combat, mais un journaliste ou une journaliste ne fait pas un combat sur le mensonge. Nous allons nous en occuper personnellement parce que moi je suis cité. Et même si elle dit qu'elle peut se cacher en Europe, ce n'est pas avec moi qu'elle va se cacher parce que je vais la dénicher. Il ne faut pas menacer des journalistes. Non, je ne la menace pas. Qui font leur travail. Bon, maintenant, elle a péché en quoi? Laissez-moi vous répondre. C'est la tuité. Laissez-moi vous Où se trouve son péché? Laissez-moi vous répondre quand vous me posez des questions, surtout quand ça touche à une famille digne. Ok. Moi, revenant de la France, j'ai le dossier où le père de Madame Kassalou, parce que là-bas c'est la nièce de la maman Marthe qui porte le même nom que maman Marthe. Okay. Là-bas vous avez Kassalou Marthe fille et vous avez Kassalou Marthe mère. Et la grande sœur donc de maman Marthe que voici, qui est malheureusement paix à son âme parce qu'elle est déjà décédée, avec son mari Moukadi, et la parcelle ne porte même pas le nom de la famille Tshisekedi. Ah, ok. La parcelle a été achetée par M. Moukadi, les beaux-frères, les deux sont déjà morts. Ok. La parcelle est achetée en 1979 et on a les certificats d'enregistrement. Mais vous avez un Nigérian qui arrive au Congo et dit avoir acheté la même parcelle en 2022. On dit, bon, écoutez,
Sauf que la parcelle que vous dites avoir achetée en 2022 ne correspond pas à la parcelle des familles Moukadi. Ce n'est pas la famille Tshisekedi, c'est la famille Moukadi. Parce que la maman Kassalo, que vous voyez qui est une directrice dans un service public, ce n'est pas... Son père s'appelle Moukadi, ce n'est pas Tshisekedi. Déjà, Bibi Kapinga devrait investiguer. Et donc, finalement, cette famille, étant modeste, n'a jamais voulu dire que c'est une famille qui appartenait ou qui avait un lien avec la famille présidentielle. C'est sur la chaîne de votre collègue où vous avez été, je l'ai cité Jean-Pierre Kayembe. parce que je l'apprécie beaucoup comme journaliste, Jean-Pierre Kayembe, les Nigériens ira pour dire que la dame que voilà là-bas, la nièce, ne serait pas la nièce de Maman Marthe et qu'il serait allé demander à Maman Marthe. Ok. Et qu'elle aurait dit non. C'est elles-mêmes qui sont passées à la télé. C'est comme ça que nous avons fait la conférence de presse pour clarifier les choses. Et pour clôturer cette parenthèse rapide, nous sommes allés au tribunal. Au tribunal, les Nigériens ont été condamnés pour avoir obtenu un certificat d'enregistrement donc de la parcelle en question en superposition du certificat de 79. Okay. Et ça, c'est le rapport du cadastre. Ok. Et les documents au cadastre sont officiels et publics. L'IBK aurait dû produire au moins un document de ses clients. Bon, voilà, les Nigériens ont été condamnés pénalement à 12 mois de prison pour avoir fabriqué un faux document afin de spolier la parcelle d'autrui. Donc le certificat original date de 79 existe. Et n'a jamais été annulé jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et lui, les Nigériens s'est fabriqué notre certificat. Et comme un voleur triche toujours, okay. Les numéros, toute parcelle a un numéro qu'on appelle numéro cadastral. C'est comme ce qu'on appelle l'ADN. Donc chaque parcelle a son numéro, qu'on appelle numéro cadastral. Nous, on se retrouve sur le numéro X. Et le numéro du Nigeria est Y. Donc ce n'est pas la même parcelle déjà. Mais lui vient s'accrocher. Il va prendre des communautés nigérianes, ils défilent, ils vont dans les ambassades. C'est comme ça qu'ils ont induit le directeur du cabinet du chef de l'État disons en erreur pour qu'il s'immisce dans l'affaire et qu'il demande à la maison militaire de venir déloger la famille. Donc c'était que je voulais, j'ai ouvert cette parenthèse pour vous démontrer que quand les gens crient qu'on peut avoir des erreurs judiciaires, ben, la famille en elle-même, parce que nous sommes vraiment dans un état de droit, ce n'est pas pour rien que je vous dis, réveillez-vous. Avec Tshisekedi, l'état des droits est en marche. Vous voyez que même la famille n'a pas été à l'abri, mais nous avons apporté nos documents. Et en dehors du rapport du cadastre, ben, on a interrogé la DGM. Parce que le Nigérien a prétendu que cette parcelle, il l'a achetée auprès d'une dame malienne qui vit à Bamako. Et j'ai posé la question devant la justice. Mais si elle vit au Mali, vous, entre les mains de qui avez-vous versé votre argent? Il dit non, elle était venue au Congo et je lui ai remis l'argent à main propre. Il dit bon, si vous dites qu'elle était venue au Congo, c'était en 2022. C'est simple, en 2022, nous avons des fichiers à la DGM. J'ai écrit à la DGM, le parquet a saisi la DGM. Voulez-vous nous retracer les mouvements migratoires d'une dame X venue de Bamako? Réponse, elle n'est jamais entrée au Congo. Donc, tous ces documents-là existent. Nous avons l'audience parce que nous avons cité ces gens en diffamation et en dénonciation calomnieuse parce que l'état des droits existe. Nous les avons cités. L'audience viendra le 2. Le 2, ce n'est pas longtemps, c'est dans une semaine parce que le monsieur nigérien est venu et il s'est présenté devant le juge alors qu'il parle très bien lingala, alors que ça fait 10 ans qu'il est au Congo, il a dit au juge qu'il lui faut un interprète parce qu'il ne parle que l'anglais.
On a renvoyé ça aux deux pour qu'on trouve un interprète qui parle anglais. Et comme ça, ceux qui sont intéressés peuvent venir à l'audience. Les deux au tribunal de paix de Gombe. Le monsieur, on lui a trouvé un interprète en anglais qui sera en train de traduire en lingala et qu'il vous dise comment il peut prétendre avoir eu la parcelle d'autrui. Et vous comprenez qu'il y a des gens qui sont culottés. Ils vont même chercher à spolier une parcelle de la famille présidentielle. Il y a quelque chose, tu sais, qui dit très démocrate, que les gens peuvent même... Et ce dossier est devant la justice. Donc, il n'y a pas eu la main noire du chef de l'État pour sauver sa famille. Et la justice est en train de faire son travail de manière équitable, si je me suis. Vous avez bien conclu, mais attention. Ce qui est devant la justice, ce n'est plus le conflit parcellaire. Là, la justice a déjà tranché, condamné les Nigérians, ça, il ne le dit pas. N'est-ce pas? Nous sommes devant la justice maintenant, non pas sur le conflit parcellaire, sur la diffamation des journalistes et les injures et des dénonciations calomnieuses. Donc, le monsieur continue à se rendre coupable avec des journalistes, je ne sais pas s'ils sont passés par l'école et qui font des tweets comme ça, sans s'interroger si des propos comme ça peuvent porter atteinte à l'honneur. Moi, je suis avocat. Voilà, elle prend mon image, elle m'impute des histoires. Vous savez que avant ça, on pouvait me demander, à tous les moins, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Avant de diffuser une information, vous demandez les... On confronte les sources on confond les sources pour avoir la bonne information. Et vous demandez même, on exerce même les droits de réponse. Est-ce que avez-vous demandé les droits de réponse pour que Mme Bibi Kapinga puisse je vous ai dit que... Avez-vous fait ça? Je vous ai dit que la sagesse qui m'anime me recommande à répondre à un fou, à une folle par le silence. Merci. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Nous chutons avec ces dossiers encore plus piquants. Nous avons suivi l'homélie, si je peux dire ça ainsi, de notre cardinal, les ministres du Vatican, ici en République démocratique du Congo, le cardinal Ambongo. Il était trop sévère et ses propos dérangent les gens du pouvoir. Mais vous, comme vous défendez le Congo, il a dit que ces régimes détournent. Il y a les embouteillages, il y a la mauvaise gouvernance. Tout ce qu'il a dit, les gens pensent qu'il était un peu trop dur. Je ne sais pas. Il est en train de défendre le Congo. C'est l'un des cadres qui peut rejoindre votre mouvement parce que là, il défend le Congo. Ah là là. Heureusement que le cardinal n'est pas un fou. Vous voulez dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que la sagesse recommandait qu'à un fou ou une folle qu'on ne réponde pas le silence. C'est pour ça, c'est par rapport à Bibi Kapinga. Non, non, je ne veux pas que vous puissiez appeler Madame Bibi Kapinga ici d'une folle quand même. S'il vous plaît, retirez. Non, je ne l'ai pas appelée d'une folle. Et là, c'est 5 sens. Hein, J'ai dit ceci. Vous connaissez la sagesse ou pas? La sagesse, c'est un adage. J'ai dit qu'à un fou ou à une folle, on ne répond pas le silence. Maintenant, la folie, je n'ai pas la même notion que ce que vous donnez. La folie, c'est quand on débite des histoires qui n'ont pas ni tête ni queue. J'en ai fini. Et si on peut se cacher derrière de ce que l'on appelle journaliste, par rapport à la diffamation, je suis le premier à vous avoir dit ici que j'invite le ministre Mouyaya, au lieu de chercher une loi pour la dépénalisation des délits de presse, de pouvoir sortir les critères pour dire qu'une information est celle qui est considérée comme étant utile, nécessaire au public. Et quand cette information n'est plus utile ni nécessaire au public, on tombe dans la diffamation. On peut s'interroger pour... Allez, je préfère rester dans l'adage à un fou, une folle. Alors, pour revenir, j'ai dit maintenant ceci. Et c'est pour ça que je réponds. J'ai dit que heureusement que le cardinal n'est pas fou. Et comme il n'est pas fou, nous pouvons répondre. Mais en répondant, nous devons le qualifier, le cardinal. Moi, je suis juriste. Heureusement, je qualifie le fait. Ok.
Bon. Maintenant, quand vous l'entendez parler, mauvaise gouvernance, pas d'eau, embouteillage, tout ça, première question. Détournement. Détournement. Ces faits-là, ça c'est le discours d'opposants en soutane qui est le même que d'opposants en costume. Donc, première qualification, la moindre, c'est que nous sommes face à monsieur l'opposant cardinal, chef de file de l'opposition, quand on l'entend. Mais comme nous sommes agressés et que je défends le Congo, n'est-ce pas, et que c'est un devoir constitutionnel, l'article 63. Les Congolais connaissaient toujours l'article 64. Aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent pendant les temps d'agression l'article 63. Que dit l'article 63? Tout citoyen a le devoir de défendre son pays. Cet article, M. Delphin, commençait à en faire une longue publicité et ça doit entrer mieux que l'article 64 dans les cerveaux des Congolais. Je vous recommande cet article, cher Congolais. Les devoirs de défense du pays, de la nation. Et on peut faire les petits rappels. On va vous aider avec l'article 63. Et tout le monde doit mettre son drapeau, l'article 63. Défendons le Congo. Pas sauvons le Congo. Non. Sauver, c'est quand le Congo est en péril, est en train de partir. Voilà. Le français a la nuance. Mais défendre, c'est protéger, résister. Et quand vous prenez de votre dictionnaire, dans sauver, c'est qu'on appelle au secours, alors que dans défendons, on appelle à la résistance. Et dans le cas qui est le nôtre, il ne faut pas qu'on donne l'image des gens qui pleurnichent, qui disent non, le Congo part. Nous sommes en train de dire le Congo est là et nous devons les défendre. Monsieur le Président de la République le démontre sur le terrain diplomatique. Nos voyants FARDC, les Ouazélènes le démontrent sur les terrains militaires. Et c'est en cela que nous défendons le Congo. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans ce que le cardinal Ambongo a dit? Il faut les rencontrer. Laissez-moi vous dire. Il ne faut pas créer des diversions. Je suis en train de vous répondre. Maintenant, si on n'est pas opposant, avec les mêmes discours, il y a un point commun, un dénominateur commun, les rebelles aussi. Donc, je vous ai déjà indiqué ici, il ne faut pas seulement penser qu'il y a des rebelles en uniforme militaire. Vous faites attention. Vous avez des rebelles en uniforme militaire, en costume et en soutane. Une fois que l'on a dit ça et qu'on a identifié les cadres du débat dans les discours qui nous reviennent. Bon. Qu'on revendique qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas à manger, qu'il y a d'embouteillage. C'est une revendication légitime qui se trouve partout ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure des gilets jaunes en France. Vous pensez qu'en France, il y a le problème d'à manger, il y a le problème d'embouteillage et comme ça. Mais il y a les mouvements sociaux, les gilets jaunes. Mais ils n'ont pas dit, vous avez déjà entendu dans les gilets jaunes là-bas, un cardinal parisien. À Paris, il y a un cardinal. L'archevêque de Paris. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de la politique? Vous voulez dire quoi? Mais je vais dire que le cardinal... Là-bas en France, en Europe, le cardinal doit... les gens des catholiques est-ce que vous avez... ne se mêlent pas des histoires politiques. Vous avez déjà entendu un cardinal européen parler? Les gens vont écrire, les gens sont en train de suivre. Mais je réponds clairement, sans crainte d'être contredit. Et je suis à l'aise. Vous ne me voyez pas que je suis à l'aise. Peut-être là-bas, il n'y a pas la démocratie. Chez nous, il y a la démocratie. On laisse tout le monde. Mais vous voulez dire en France, la France est le berceau de la démocratie. La terre de ce que vous avez appelé droits de l'homme. C'est la terre des droits de l'homme de la France. C'est le berceau. Donc dire maintenant qu'en France, il n'y a pas la démocratie et que dans l'archevêché de Kinshasa, il y a plus de démocratie qu'en France, il y a problème.
Est-ce faux, il n'y a pas les embouteillages à Kinshasa? Même le chef de l'État lors du Conseil des ministres, il avait dit quand même trop c'est trop. Mais ça c'est un problème Il faut trouver. Mais lui dénonce. Ça c'est un problème du cardinal. C'est un Congolais. Non, ça voudrait dire... Il peut dénoncer. Ça voudrait dire qu'il est sorti de son rôle. Oh. Et la Bible est claire là-dessus. Et lui, chrétien, ça veut dire les disciples de Jésus. Et lui, les cardinals, là, il dépend des papes. Et les papes, c'est lui qui est considéré comme les disciples. C'est ça dans la succession. Et je vous dis que je suis un ancien séminariste. Donc, donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, ils vont vous dire, mais écoutez, nous sommes dans nos missions prophétiques. Prophétiques. Ça, c'est Cholet. Cholet en parle, hein. Monseigneur Cholet. Sous Mobutu, nous étions là. Mission prophétique de l'Église. Sous Mobutu, mais mission prophétique de l'Église. L'Église défend l'opprimé. Mais c'est le cas. Les Congolais souffrent, il n'y a pas de transport, il y a les embouteillages, les inondations. Il a aussi épinglé cela. Donc, il est dans sa mission de défendre les opprimés face aux tyrans, face aux richissimes. Un opprimé, c'est quand il est sous l'oppression d'un pouvoir dictatorial. Ce n'est pas le cas. Kabila avait dit, tu sais qu'il est un dictateur, c'est un tyran. Mais il commence à se rejoindre. Les rebelles en soutane, en uniforme et en costume. Vous pensez que le discours du cardinal et de Kabila, c'est presque le même discours? C'est vous qui le dites. Non, je ne sais pas. Vous avez dit, Kabila l'avait dit. Oui, oui. Écoutez ces discours, écoutez Kabila, écoutez l'opposition avec ce que vous appelez président élu. Martin Fayoulou, c'est Sanga, Olivier Kamita, tous les autres. Si vous ne connaissez pas les timbres vocaux, vous verrez que c'est la même personne qui parle. Donc, je suis en train de vous dire de faire la différence. Il y a l'oppression par les pouvoirs des citoyens. Et en ce moment-là, l'envoyé de Dieu peut se soulever contre les tyrans. Sauf que notre cardinal, quand il est face au tyran Kagame, sur la terre rwandaise, il ne touche aucun mot. Oui, je l'avais vu à Kigali. Une fois qu'on a dit ça, s'il avait condamné voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que le ministre des dieux sont ceux-là qui allaient voir le roi pour dire « Oh roi, arrête d'opprimer ». Mais nous sommes opprimés par... voilà, il a croisé même les bras, il est respectueux face à un président voyou. Vous voyez un peu ça. Ça, c'est dommage. Ici à Mbongo, c'était comme un enfant docile. Oui, vous le voyez, il est respectueux, il est sain face à... Pourquoi il était devant et aussi à côté de Kagame? Parce qu'il y a d'autres derrière lui. Pourquoi? C'est fait à dessein pour nous envoyer un message? Non, ne m'instrumentalisez pas. Moi, je vous réponds en toute objectivité. Et je vous réponds clairement en tout ce que vous me demandez. Et s'il y a contestation, vous appelez les gens. Votre analyse, faites votre analyse à vous. Mais ne me faites pas votre analyse là où moi je suis. Moi, je vous dis clairement, en tant que leader de Défendons le Congo, que le monsieur là s'est retrouvé sur le terrain du Rwanda et n'a pas touché un mot sur l'oppression, d'abord des Hutus, s'il pouvait ignorer les Congolais. Il a ignoré et les Hutus qu'on opprime et les Congolais, ses frères, qu'on tue. Il n'a jamais été horrifié. Maintenant, parce qu'on peut nous opposer que le prélat est dans son devoir de critiquer comme église qui doit être à côté de ceux qui souffrent dans les embouteillages, à côté de ceux qui meurent de faim, à côté. Maître Oscar ne vient pas vous dire qu'au Congo, les gens ne souffrent pas de faim. Maître Oscar ne vient pas vous dire qu'au Congo, il n'y a pas d'embouteillage. Mais Maître Oscar vous dit que le cardinal n'est pas dans son rôle par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand on parle d'embouteillage, quand on parle d'à manger, ça relève, n'est-ce pas, de politique publique. Et là, on peut maintenant dire, mais quelle est notre politique économique? Quelle est la politique de circulation? Et là, ça s'appelle le débat politicien auquel doit participer les cardinals. Vous comprenez qu'il y a la différence entre l'oppression
dont l'Église doit parler, c'est des viols et tueries de l'Est. Ça, les cardinals n'en parlent pas. Mais maintenant, il vient, il vous dit gouvernance. Et donc, il vous dit qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et quand il vous dit qu'il y a une mauvaise gouvernance, les gens de Nairobi sauvons le Congo, c'est pour ça que nous les contrarions avec défendons le Congo. Et ils vont vous dire, comme il y a une mauvaise gouvernance, c'est ce qu'il doit partir. Et donc, quand Cardinal vous dit mauvaise gouvernance, quand Gagame vous dit mauvaise gouvernance, quand Rebelle Nanga vous dit mauvaise gouvernance, conséquence, tu sais qu'il doit partir. Et nous nous disons, attention les Congolais, n'écoutez pas ces discours de vendeurs d'illusions et de rêves, défendons le Congo, parce qu'il n'y a pas meilleure façon d'attaquer le Congo qu'en attaquant son président. Et en conséquence, il a malheureusement fait de la politique. Et nous disons, bah, s'il vient sur le terrain politique, il s'expose. Merci. Et il se banalise et il fait enlever sa soutane. Merci. Maître Oscar, il nous reste 2 minutes. Il semble que dans la loi canonique, il y a une porte qui est ouverte, qui peuvent également mettre leurs opinions sur le terrain politique. Je ne sais pas, vous êtes un ancien séminariste, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit que oui, c'est vrai, il peut faire ça. Mais 2 minutes, vous dites, Tshisekedi fait quand même des choses, mais les opposants pensent que vous signez trop de contrats avec des pays qui peuvent nous escroquer après vous, parce que même l'équipe que vous envoyez pour aller négocier ces contrats, c'est en défaveur de la République démocratique du Congo. Récemment, on a vu l'émir du Qatar, les États-Unis et autres. Pensez-vous qu'avec ces contrats en pompe, on a signé de 21 milliards de dollars pour le transport, jeunesse et autres, est-ce que la RDC ne sera pas dupée face à ces géants du monde? Heureusement, vous l'appelez les géants du monde. Tous les pays européens ont des contrats avec les Qatariens. Tout. Vous connaissez un pays en Europe là-bas qui n'est pas en partenariat avec le Qatar. L'Amérique est en partenariat avec le Qatar. Maintenant, avant Tshisekedi, vous savez, les Qatariens étaient en partenariat avec qui? Avec le Rwanda, que vous appréciez, que le Rwanda est devenu propre, alors que le Rwanda a volé les Non, richesses. non, ça c'est un bon mot qui dit que Kagame est un leader. Moi, je vous ai déjà répondu et vous voulez me pousser à vous dire, j'ai dit que comment on peut, si je peux créer un verbe, ça veut dire qu'il a enlevé sa soutane. En droit, on dit ceci. Je pars vite. Quand l'État cesse de rester dans ces sphères de l'État, il vient sur le terrain des privés, il se banalise. Okay. C'est pour ça qu'on lui applique la loi du marché quand l'État vient faire l'économie. Quand un prélat enlève la soutane, même s'il en garde, il vient sur le terrain politique, il se banalise et donc il essaie de soutane. Bon. Qui gagne la RDC? Maintenant, je suis en train de vous démontrer que, voilà, parce que, je ne sais pas, le Congo, je ne sais pas, je vais beaucoup crier, je vais beaucoup insister pour que le Congo comprenne. Je ne dis pas que Tshisekedi est devenu ange saint, mais il y a des choses que Tshisekedi fait dans peu de temps qui devraient nous soulever et nous mettre debout pour dire enfin, voilà que nous avons. Parce qu'un pays ne peut pas s'élever, un pays ne peut pas se développer sans en avoir un leader qui indique le cap. Nous n'en avions pas. Aujourd'hui, vous avez Tshisekedi. Conséquence, le Qatar allait seulement signer des documents avec les Rwandais. L'Europe signait pour nos richesses-là, les types-là que vous avez, Mouteba, avec ces petits Belges qui... Mais l'Union européenne signait avec le Rwanda les accords pour nos richesses au Congo. Pourquoi ces ONG n'ont jamais attaqué ça? Moi, j'ai attaqué ça et je vais encore attaquer ça. Heureusement qu'ils ont fait le moratoire. Je suis allé chez eux en Belgique. Okay. Je leur ai dit ça devant les petits blancs là, parce que vous avez des mentalités de coloniser, vous avez peur des blancs. Je leur ai dit ça.
Vous comprenez que l'Europe signait les contrats avec les Rwandais pour nos richesses. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a inversé cela. Aujourd'hui, la voix du Congo est entendue. Même les Africains nous envient, Camerounais, Ivoiriens, circuler. Aujourd'hui, les Qatariens ont pris les schémas ou le chemin du Congo. On a vu dans notre ciel congolais un avion de l'émir du Qatar. Ça n'allait qu'au Rwanda. Aujourd'hui, ça... Après, les gens vont vous dire, mais au Rwanda, il a fait 2 jours. Chez nous, il a fait 5 heures. Alors, au Rwanda, on lui a donné des vaches. Chez nous, des vaches. Il était un peu détendu. Il se sentait à l'aise là-bas. Mais ici... Les Qatariens sont des hommes d'affaires, n'est-ce pas? Entre aller chercher les vaches et prendre la richesse du Congo, entre les deux, ils vont aller où? Bon, vous comprenez. Après, vous avez vu les Qatariens dans notre ciel, l'avion qatarien. À l'ONU, dans toutes les instances là, de tous les organismes internationaux, on a reconnu que notre agresseur, c'est le Rwanda. OK? Donc, le Qatar vient sur le terrain économique, vient sur la paix. Washington parle de nous. Mais est-ce que... Qui peut, où est-ce qu'on peut mieux parler d'un pays dans la sphère mondiale que à la Maison-Blanche? À la Maison-Blanche, on parle d'Ukraine. À la Maison-Blanche, on parle des Kazakhs. À la Maison-Blanche, aujourd'hui, on parle de l'agression du Congo. Mais quand, depuis 18 ans, non, notre cardinal n'avait jamais vu que pendant Mobutu, il n'y avait pas d'embouteillage. Pendant Kabila Père, il n'y en a jamais eu. Des embouteillages sont nés de Tshisekedi. Merci. Les histoires sont nées de Tshisekedi. Alors, vous pensez qu'il a animé de mauvaise foi? Non, je ne suis pas sur ce terrain. Je suis sur le terrain de dire à mes frères et sœurs congolais, congolaises et congolais, réveillons-nous. Ne prêtons pas l'oreille à des vendeurs d'illusions. Défendons le Congo parce que le Congo est attaqué par les rebelles en soutane, en costume et en uniforme. Si nous ne faisons pas cet effort, ces gens vont nous envahir, comme l'AFDEL nous avait envoyé en 1997, soi-disant qu'on va venir nous sauver, mais on a vu les Rwandais qui ont occupé notre pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, défendons le Congo. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Je précise que vous êtes coordonnateur de ces mouvements Défendons le Congo, dont je suis le porte-parole parce qu'il s'agit du Congo. Et à tout cela... Excusez-moi, comme vous êtes porte-parole, toquez à toutes les portes qu'on vous fasse article 63, en rappeler et distribuer sur toute la maison. C'est un devoir citoyen. Alors, tout cela... À côté de notre drapeau, on doit avoir les drapeaux en bas et notre logo « Défendons le Congo ». Merci. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Même notre ministre des Sports, Didier Boudimbo. Les jeunes ministres vaillants, Didier Boudimbo. Ouais, excellent ministre, Didier Boudimbo. Donne-lui le logo là. Au lieu d'aller donner des millions à Barcelone, qu'on mette sur les logos Défendons le Congo, sur les maillots de Léopard. Merci, merci. Mais tout ce qu'il fait, c'est une politique pour booster la jeunesse, développer les milieux sportifs. Donc, je vais lui dire, c'est un monsieur excellent qui... c'est pour la toute première fois que la RDC, deuxième fois que la RDC va aller... Ça, vous ne l'avez pas dit. Je vous ai dit que l'avion qatarien vole dans notre ciel. Sur le terrain de foot, nos voyants léopards reviennent après plus de 52 ans. Nous nous encourageons pour que finalement, nous puissions être au mondial. Merci. Donc, défendons le Congo ensemble. Défendons le Congo ensemble pour ceux-là qui veulent s'enregistrer et venir dans ces mouvements des Congolais de bonne qualité, pas de mauvaise qualité, de bonne qualité, parce que ceux qui peuvent défendre le Congo, vous devez être pur dans votre âme et dans votre esprit, parce que le Congo est à défendre, le Congo n'est pas à sauver, parce que nous sommes agressés
par ces groupes de Congolais de mauvaise qualité, des rebelles. Le numéro qui est affiché là-bas, appelez-nous. Nous allons vous enregistrer pour ces mouvements qui est là pour les Congos d'abord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et constatez que nous ne venons pas déguisés, nous venons en léopard. En léopard. En vrai. Souvent les Congos là sont des moutons, sont des léopards en peau de mouton. En peau de mouton. Même, regardez sur notre constitution, ce n'est pas des gardes là. Si vous regardez, ce n'est pas le léopard qui est là. J'ai l'impression que parce que le vrai léopard, c'est ça. Regardez bien ces logos-là. Si vous regardez bien, ce n'est pas des léopards. Nous défendons le Congo avec les léopards. Merci à vous. Vos commentaires sur notre chaîne YouTube, au Centre TV Delka Télévision, sur TikTok, au Centre TV, sur Facebook, au Centre TV, sur Twitter, Delphin Kassongo. Et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir, monsieur le journaliste.